Mon nom est Gwen, et ma famille vient de l'océan. J'ai toujours eu envie d'être marin. Sauf que mon père, il a réussi. C'est un grand médecin parisien rêvant pour moi d'une carrière dont je ne veux pas. Alors comment le convaincre? Tu m'écoutes jamais. Alors regarde, en voyant ça, j'ai compris beaucoup de choses. Et je suis parti. J'avais osé. Grâce à un film sur André Gillois, un héros méconnu, un centenaire plus jeune que vous et moi. Cet homme a tout vu, rencontré les plus grands, tout essayé, tout fait. Pour vivre, pour vibrer. Le danger, dit-il, il faut le mettre au pied du mur. Généralement, c'est lui qui se dérobe. Et il a raison. Grâce à lui, j'ai osé. Même s'il se voit comme un penseur du dimanche, voici l'histoire d'un homme du XXe siècle. Un véritable aventurier, un sage, un exemple, un rebelle, un vieux con. Il est tout à la fois. Et j'ai voulu tout savoir de cet incorruptible. Puisse mon père apprécier et me comprendre un jour. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé. Motivé. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le bruit sourd du pays qu'on enchaîne? Le fait d'être un rebelle, c'est un choix primitif presque. Il est probable que c'était un rebelle déjà à 15 ans. André Gillois, un homme paradoxal, une espèce de petit animal comme ça, malin, etc., intelligent, travailleur. André Gillois a été, après Maurice Schumann, le porte-parole du général à Londres. un personnage de petite taille, frêle. On se dit qu'en soufflant un peu fort, il risquerait de tomber. Il traverse le ciel. En plus, d'une extrême modestie, c'est-à-dire que il ne se rend pas compte du rôle qu'il a joué. Vous en avez des cordes à votre arc. Vous êtes journaliste, romancier, poète, auteur dramatique, cinéaste, éditeur, producteur d'émissions de radio et de télévision et historien. Je dis paradoxal parce qu'il y a chez lui tout à la fois du scepticisme et de la naïveté. Il semble que jamais rien ne soit ni important ni définitif. Il y a dans la culture générale une espèce de fumisterie extraordinaire. Parce que je vous parle de ce que c'est fait. J'essaie d'être sincère, mais je ne sais pas à quel point je le suis. Je mens peut-être. Les gens qui racontent des histoires, comme on dit, racontent des histoires. Parce que la vérité, c'est autre chose. La vérité? Mais qu'est-ce que c'est la vérité? C'est ce qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on cherche à savoir et qu'on n'atteint jamais. Soyons clairs, sans l'exemple de Gillois, jamais je n'aurais trouvé le courage de m'inscrire dans ce lycée pour devenir marin. Ma première vraie révolte, devenir un bon élève. Mais un élève sur ma propre voie, et non celle de mon père. Gillois aussi était un bon élève. Mais au début de l'histoire, il ne s'appelle pas André Gillois, mais Maurice Diamant-Berger. Il changera de nom plus tard. Né à Paris en 1902, il a un père médecin généraliste et passe une enfance tranquille dans le quartier de la Trinité, jusqu'au jour de sa première révolte. Moi, ma vie a commencé avec la Première Guerre, en vérité, puisque j'avais 12 ans quand elle a commencé. Alors c'était une expérience. Mais à l'époque, je ne trouvais pas ça tragique, naturellement. Je trouvais ça merveilleux, la guerre. Au départ, tout le monde était très content. Il ne faut pas croire que les Français étaient accablés par la guerre. Et à partir du moment où j'ai commencé à comprendre, c'est-à-dire vers l'âge de 14 ou 15 ans, tout m'a semblé abominable, évidemment. J'allais au cinéma toutes les semaines. Vous voyez d'abord, en général, un comique américain, et puis là, ça s'arrêtait, un monsieur venait dire « Voilà ce qui se passe au front ». Et en général, il disait « Rien à signaler sur l'ensemble du front ». Alors, il y avait de quoi s'indigner, parce que, comment rien à signaler sur l'ensemble du front? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts pour gain. Et c'est ça qui était révoltant. C'était de voir, de comprendre qu'il y avait d'une part des gens qui vivaient des heures affreuses, qui souvent mouraient,
et que pendant ce temps-là, les choses se passaient comme si rien ne se passait. Donc ça, pour un gosse, c'était révoltant. Plus tard, Gillois écrira « En plein milieu du conflit, le délégué de l'empereur d'Autriche a demandé à rencontrer les responsables français au plus haut niveau. On l'a fait attendre, on a remis au lendemain, à plus tard, au calende grec. Alors qu'une heure de perdu, c'était 100 hommes, ou 1000, ou 10 000, selon les époques. » Je vivais la guerre par les communiqués officiels d'une part, dont on savait très bien, dont tout le monde savait qu'ils étaient mensongers du reste. C'était de l'histoire pour les gogos. Il semblait normal de ne rien faire que pour que ça s'arrête. C'est ça qui m'indignait le plus. Parce que je savais bien qu'il y a des gens qui essayaient d'arrêter les choses, de faire des démarches, etc. Et ça tombait dans le vide, c'était pas accepté par les gens. Il fallait se battre jusqu'au bout. Au bout de quoi? C'est la question que je posais. Et puis la guerre s'achève, et la vie reprend ses droits. Après sa licence, Gillois se demande quoi faire et décide d'entrer à Normal. Pour cela, il doit passer un conseil de révision. Et il y avait un médecin très important, et il me dit à vous, mon petit, vous allez abandonner vos études immédiatement, et vous allez vous retourner à la campagne, à la montagne si possible, enfin, vous êtes d'après lui foutu. Alors, heureusement, il me fait jamais beaucoup de bulles, il m'a dit, écoute, ça ne voit rien. Il a fait venir mon frère qui était étudiant en médecine, qui m'a examiné, je ne vois rien. Alors, mon père a téléphoné à un des grands maîtres de l'époque, qui s'appelait le professeur Besançon, lequel m'a reçu, m'a examiné, il m'a dit, vous n'avez rien du tout. Alors, j'ai écrit là, j'ai agi, et j'ai écrit une lettre assez dure, probablement, puisque le lendemain, j'avais un coup de téléphone furieux de mon proviseur, qui me disait, venez me voir immédiatement, vous avez écrit une lettre d'injure au ministre. C'était pas une lettre d'injure, c'était une lettre. Je vous disais seulement la vérité. Alors, à la suite de ça, du reste, on a réuni un nouveau conseil de révision et on m'a examiné longuement pour me dire que j'avais rien du tout. Donc, j'avais eu raison de me fâcher. J'étais indifférent à l'idée qu'on se faisait de moi. J'avais mon domaine et j'avais pas besoin qu'on me donne des conseils sur la marche à suivre. J'ai laissé tomber parce que j'avais envie à ce moment-là de faire du cinéma. Ce désir, du reste, s'est un peu réalisé, puisqu'il m'a permis de faire la connaissance de René Clair, de travailler avec lui à son premier film et d'avoir droit à son amitié pendant plus de 20 ans. Cependant, Gillois comprend rapidement que sa voie est ailleurs, qu'il ne faut pas s'arrêter là. Je sentais bien que je reconstruisais quelque chose, que ça n'était pas ce qui me venait. Le hasard des rencontres se charge d'aiguiller le rebelle vers d'autres horizons. André Gillois, comment êtes-vous devenu en 1925 l'éditeur du journal de Jules Renard? Tout est venu du fait qu'un jour, Bernard m'a dit « Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas de l'édition ?» Et alors, ça se passait à la terrasse de Magot. Qui est-ce que je pourrais éditer? Ben, j'adorais Jules Renard et Courteline. J'ai mis sur un papier Jules Renard et Courteline. Et le lendemain, je suis allé rue du Rocher chez Madame Jules Renard. Elle ne savait pas qui c'était. Ça avait 22, 23 ans. C'était un petit gosse, etc. Et elle me reçoit une dame très respectable, droite, tout à fait sérieuse. Monsieur, Madame lui dit, je voudrais publier les œuvres complètes de votre mari. Elle m'a répondu, oh monsieur, ce que vous me dites me fait tellement plaisir que je vais vous donner ce que j'ai refusé à tous les éditeurs de Paris, le journal de mon mari. Alors, ensuite, je suis l'homme qui a découvert le journal de Jules Renard, et j'ai découvert par hasard tout de même. Je n'avais aucune notion de ce que c'était l'édition, mais elle me disait, je vous donne ça. Alors, je lui ai dit, ben, madame, je vais préparer un contrat. Et dans ce contrat, j'avais mis une clause qui me semblait normale. Madame Jules Renard s'engage à ne donner à aucun autre éditeur des passages qui ont été coupés. Alors elle vient me voir, après que tout était fini, pour me dire, monsieur, je viens me voir, pour vous dire que j'ai brûlé tout le journal de mon mari. Comme ça, il n'aurait pas d'ennui. J'étais fou de rage. Et je n'ai pas pu le lui dire. J'ai dit, bien madame, que voulez-vous dire? Là, j'ai été lâche. Je vais lui dire, vous êtes une vieille idiote, naturellement, mais on ne faisait pas oser.
Et puis ça a été un énorme succès. À ma grande surprise, parce que je trouvais ça très bien, mais ça m'aurait étonné, au point que Sacha Guitry, que je ne connaissais pas, qu'il ne me connaissait pas, me téléphone. Venez me voir tout de suite. Il me dit, mais vous êtes fou, vous tirez ce journal à 1500 exemplaires, mais il faut tirer 100 000 exemplaires. Je vous donne l'argent si vous voulez. Qu'est-ce que je pouvais faire avec l'argent de Sacha Guitry? J'ai laissé passer cette aubaine. Une aubaine de perdu, une autre de retrouvée. Les bons moments reviennent pour qui ose grappiller. Ah ben ça c'est Courteline. C'est Courteline quand il était très vieux et à l'époque où je réunissais ses œuvres. Alors j'ai travaillé 2 ans avec lui. Le pauvre vieux, il était très mal à ce moment-là. On lui avait coupé une jambe. Et quand les gens venaient lui dire comment allez-vous, il répondait toujours j'attends que ma jambe repousse. J'allais chez Courteline lui porter ce que j'avais trouvé. Et il me faisait toujours la même histoire. C'est pas vrai, c'est pas moi qui ai écrit ça. Je lui dis mais si, c'est vrai, la preuve que, etc. Enfin, il finissait par l'admettre. Et finalement, on a trouvé énormément de choses dans des articles qu'ils amènent avaient été reproduits nulle part. Donc j'avais fait une œuvre utile pour une fois dans ma vie, c'était très bien. Tellement utile que ceux qui n'osent approcher l'écrivain peu commode s'adressent au jeune homme. C'est Robert de Flers, qui était directeur du Figaro à ce moment-là, qui m'avait fait venir en demandant, voilà, il faut absolument qu'il entre à l'Académie, profiter d'un moment où il sera de bonne humeur pour lui faire signer sa lettre de candidature. Alors j'ai essayé, mais il m'a dit, écoutez, l'Académie, je m'en fous. Moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est d'aller dans un bistrot, et vous ne me voyez pas demandant un Chambéry fraisette à l'Académie. Alors finalement, il a refusé. Et puis, je ne sais, dans la conversation, il m'a parlé des Goncourt. Alors, je me suis débrouillé pour qu'il soit élu au concours. C'est là que j'ai été trouvé les Goncourt. J'ai dit, voilà, Courteline voudrait... Alors qu'on l'avait refusé 2 ou 3 fois, Courteline est demandeur. Il a été reçu immédiatement. Pourtant, une fois encore, et contre toute attente, Gillois change de cap. On gagnait beaucoup d'argent, mais on en perdait davantage encore. Alors ça a été une période affreuse. Et moi qui me pensais me lancer dans la littérature, je me lançais dans le commerce le plus sordide. J'ai commencé les œuvres complètes de bien d'autres auteurs, jusqu'au jour où ça s'est terminé mal, naturellement, comme se termine toujours mal les entreprises pour lesquelles on n'est pas fait. Mais enfin, le métier m'avait passionné, bien entendu. Si je fais le film un peu en arrière, il était perçu comme un homme de radio essentiellement. Une radio qui en est alors à ses débuts et dont il va croiser la route. Le hasard, une fois encore. Une rencontre décisive qui commence par une mort. J'avais avec Birnoir voir un de ses amis qui était mourant, qui était un poète de grand talent qui s'appelait Maurice Duplessis. Et en sortant de l'hôpital, nous étions à le voir, il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Et alors, je lui ai dit, mais vous avez un copain qui a un poste de radio, on pourrait faire une émission. Ah, bah bravo. Là-dessus, nous rentrons dans son bureau, dans sa boutique, et au même moment, entrait Jean Cocteau. Alors, qui était un ami, alors Bernard lui dit, ben voilà, nous étions parlé de Maurice Duplessis, on va faire une émission de radio. J'en suis, dit Cocteau tout de suite. Il s'assied, il y avait une table, une chaise, il n'y avait pas de chaise. Il prend une feuille de papier lettre, il rédige avec cette facilité extraordinaire un texte sur Maurice Duplessis. Ça a été la première émission à laquelle j'ai participé, et ça se passait en 1923. Et puis je n'ai plus entendu parler de radio, sauf que le Poste parisien qui venait de voir ses portes, qui s'appelait au début le Poste du Petit Parisien, parce que c'était le journal Le Petit Parisien qu'il avait fondé, il y avait un directeur qui était un de mes amis de classe. Je rencontre ce garçon qui s'appelait Grunbaum et qui me dit « Ah, ben tu es là, il faut que tu fasses de la radio. » Je dis « Bon, d'accord. » Et alors, je suis entré comme ça au Poste parisien pour faire ce que je voulais. Et alors,
j'ai eu une idée qui était une idée toute simple, me souvenant de Courteline et de son père, qui avait écrit une série de chroniques sur les tribunaux, qu'il avait appelé les tribunaux comiques. Je me suis dit, je vais faire la même chose. Et j'ai dit, je vais faire la demi-heure en correctionnel. Et alors j'ai fait une petite équipe avec Marguerite Moreno, Pauline Carton et Jean-Noël et Claude Dauphin. Et nous avons démarré comme ça sur cette demi-heure en correctionnel qui a été un succès phénoménal. Tout le monde écoutait cette demi-heure en correctionnel. Ça se passait en 1935 et en 1940, la guerre était déjà commencée. On faisait encore la demi-heure en correctionnel. J'étais à ce moment-là mobilisé et je suis arrivé devant un conseil de révision. Qu'est-ce que vous faites, me demande le... je travaille à la radio. Qu'est-ce que vous faites la demi-heure en correctionnel? Ah! Et on m'a réformé immédiatement pour que je puisse continuer à faire ma demi-heure en correctionnel. Alors ça m'avait été bien utile. Alors ça a duré à ce que la catastrophe mette fin non seulement à ma demi-heure en correctionnel, mais à toutes les demi-heures que l'on pouvait passer dans Paris. Je l'ai su, un des premiers, ou sinon le premier, parce que Roger Stéphane, qui était un journaliste qui était au courant de tout, m'a téléphoné le matin de juin 40 en me disant « Le front vient d'être rompu ». Et je me rappelle être sorti sur les Champs-Élysées à ce moment-là et je voyais tous ces gens qui ne savaient pas. Et je me disais, c'est épouvantable. Et je ne devais pas leur dire. Ils vont le savoir dans 5 minutes, dans 1 heure. Et c'est terrible. Ça faisait une impression affreuse. Marguerite Moreno, arrivant à ce moment-là, elle m'a dit, je vous emmène chez moi. Et je suis parti avec ma femme, ma fille et Moreno, de Paris, directement dans sa propriété du Lot, où nous devions rester, espérions-nous, quelques jours. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Et puis il y a eu l'appel du général de Gaulle du 18 juin 40, dont on raconte maintenant que personne ne l'a entendu, ce qui est un mensonge absolu, parce que tout le monde écoutait la radio de Londres, parce qu'on savait qu'elle disait la vérité alors que la radio de Paris mentait. Et je nous vois encore debout, en train d'écouter l'appel du général de Gaulle. Et alors, on s'est immobilisé, on a entendu. Et je me rappelle très bien ce que j'ai dit tout de suite après. J'ai dit exactement, il est bien gentil, mais comment veut-il que nous y allions à Londres? Nous sommes d'abord allés à Toulouse, et puis de Toulouse à Marseille. Et puis de Marseille, on était invités par ma belle-sœur au Maroc. Nous sommes allés au Maroc. Avec l'espace d'un bateau, qui a fait juste un bateau pour le Brésil. On est rentré en France. Et c'est là qu'a commencé l'aventure de ce qu'on a appelé la résistance. La résistance, c'est très joli, mais il y en a qui sont morts. Et parmi mes camarades, j'en ai perdu beaucoup, quand même. Alors après, je ne dirais pas qu'on en sourit, mais enfin, la tristesse s'en va pour revenir à une espèce de lassitude. Moi, j'avais un optimisme un peu ridicule, mais enfin, je l'avais. Mais ça n'était pas très courant. Donc la plupart des gens que je voyais étaient convaincus que tout était perdu. Et chacun essayait de se débrouiller comme il pouvait. Alors on n'en voulait pas aux gens qui essayaient de se débrouiller. Mais comme j'avais choisi l'autre chemin, je trouvais dans ce choix un réconfort, mais je savais très bien dans mon fort intérieur que ce réconfort était du vent, c'est-à-dire c'est moi qui me racontais des histoires. Gillois,
je l'ai dit, est un exemple de scepticisme. Il ne trouve pas que les choses soient jamais à prendre complètement au sérieux, même quand il faisait les choses les plus sérieuses et les plus importantes. C'est un petit dieu habile, donc si vous voulez, si l'obstacle se présente, il fait bon, bah alors non, c'est pas la peine de le franchir, on verra ça plus tard. Mais je ne pense pas que dans son crâne, l'obstacle soit effacé, au contraire. Dans la tourmente, Gillois, sa femme, sa fille vont échouer à Cannes. Dans le combat qui s'annonce, la farce va côtoyer le drame et le pinceau s'associer au fusil. Il y avait une exposition de peinture à laquelle ils étaient invités, le peintre s'appelait André Girard, c'était un de mes amis. Et alors, j'ai visité son exposition, j'ai découvert de fleurs comme il sied. Après quoi, je lui ai dit, mais tout de même, vous croyez qu'il n'y a pas autre chose à faire avec de la peinture en ce moment? Alors, il m'a dit, venez me voir demain. J'étais le voir, et alors, il était déjà, lui, engagé dans ce qu'on appelle la résistance. Et alors, c'est comme ça que je suis entré pour être soldat de deuxième classe, c'est-à-dire faire... il n'y avait rien à faire, sinon se renseigner, courir de droite et de gauche. Ensuite, il y a eu tout de même des événements, mais enfin, au début, c'était rien. C'était se dire, je résiste et j'essaye d'embêter les Allemands le plus possible. Alors j'ai participé naturellement à des arrivées d'agents, de parachutage, etc. Enfin, toute une aventure. Il y avait un côté jeu là-dedans, naturellement. Il y avait même, ce qui m'avait mis en rage, il y avait du poil à gratter. Alors, c'était les Anglais qui m'envoyaient, il y avait des explosifs et du poil à gratter. Je me dis, ils se foutent de moi, oui. Et puis, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, j'étais en mettre sur le fauteuil du collaborateur au sens strict du terme, qui allait faire un discours à Cannes. Alors, je savais qu'il allait faire un discours à Cannes, j'étais mettre du poil à gratter sur son fauteuil. Je n'ai jamais assisté au résultat, mais je me suis dit, c'est peut-être à ça que ça servait. J'étais donc en contact dès 40 avec des agents anglais très importants. C'est-à-dire que cet agent anglais m'avait demandé de le mettre en rapport avec des officiers français. Alors, je connaissais des officiers français qui appartenant à l'armée dite de l'armistice, c'est-à-dire à l'armée créée par Pétain. Ils étaient tout de même anti-pétinistes, puisqu'ils me recevaient, que l'un d'eux m'avait même donné l'adresse où téléphoner s'ils étaient arrêtés pour qu'ils puissent me faire sortir. Enfin, c'était toute une espèce de lutte sourde et qui avançait petit à petit. C'est comme ça que se sont créés les maquis d'une façon assez extraordinaire, parce que c'était un jour chez moi avec un commandant anglais, au moment où Laval a annoncé, ordonné aux Français de s'en aller en Allemagne. Et ma première réaction a été de dire, si vous pouvez me donner de l'argent, c'est ce que les Français, si on leur donne 3 000 francs par mois, ils prennent le maquis. Ils ont pris le mot maquis de façon figurée, parce que je n'imaginais pas le... Et alors ce brave Anglais m'a dit, mais on commence tout de suite. L'agent anglais qui était en contact avait de l'argent, mais de l'argent en gros billets. Et pour changer ces billets, j'allais au casino et je mettais mon billet de 500 francs sur la table. Et le croupier savait très bien pourquoi on me donnait de la monnaie. Et ils étaient très gentils parce qu'ils n'attendaient pas du tout que de me voir jouer. Ils savaient que j'avais besoin de faire de la monnaie, je venais pour ça. Et les 3 millions ont servi tout de suite à permettre à quelques gars de se casser. C'est comme ça que les maquis ont commencé. Mais la vie n'est pas faite que d'extraordinaire. Le quotidien est là, décalé, mais inévitable. Il faut survivre. J'essayais d'écrire des trucs qui ne servaient à rien. Et puis j'ai finalement écrit une opérette pour Mireille. Et elle ne pensait, étant compositrice de musique, à faire de la musique. Et alors, elle est arrivée à l'hôtel où nous habitions, elle a ouvert la porte de communication. Et elle m'a dit, voilà, je suis venu, vous allez écrire une opérette pour moi. Et je l'ai fait.
Pourtant, le cœur n'y est pas. On a beau s'accrocher, il est difficile de ne pas sombrer. C'était tout de même des circonstances tout à fait exceptionnelles et dont on ne voyait pas la solution à court terme. Les Allemands semblaient vainqueurs. Alors il y avait les Anglais qui se battaient, on avait confiance en eux, mais pendant longtemps, ça a été hésitant. Alors il y a eu une année terrible où on se battait. Oh, ça se battait. On essayait d'agir. Alors le fait d'essayer d'agir vous donnait un peu de courage, mais dans les moments où on n'avait rien à faire et où on avait aussi les problèmes cruciaux de la vie quotidienne, comment trouver à manger, etc., il y avait des moments où on était là de tout cela, le désespoir vient vite. J'espérais que Gillois fasse comprendre à mon père cette envie d'horizon, de mouvement, de libre choix, d'inconnu. Cet inconnu qui fait si peur. Mais la peur, après tout, ce n'est pas si terrible. À Paris, en France, en mer, partout, j'ai eu peur. Mais ça faisait partie du jeu. On ne pouvait pas ne pas avoir peur, puisque le danger était réel. Que la menace était là. Il aurait fallu être fou pour ne pas avoir peur. Mais il fallait essayer de ne pas le montrer, c'est tout. Je me rappelle une vieille dame qui habitait un grand hôtel de Londres. Et j'étais un jour dans cet hôtel, et il y avait à ce moment-là une alerte de bombe volante, comme on disait. Et cette dame prenait le thé tranquillement dans une verrière. Et ça me permet de lui dire, madame, et elle m'a répondu, pourquoi voulez-vous que je fasse ce que M. Hitler me commande? J'ai admiré certains camarades pour qui rien n'existait que le service à rendre, le devoir, le fait d'aller d'abord toujours à l'endroit où il était en péril. Je trouve ça admirable et je ne suis pas capable de cela. Non pas que j'ai cherché à éviter les dangers, mais je n'en ai pas couru exprès, ce qui est très différent. Le héros provoque le sort. C'est le type qui sort du tranchée quand on lui dit de sortir, ça c'est ce qu'il y a de plus courageux. L'un de ces héros dont parlait Gillois vivait non loin de là, à Concarneau. Le vieux rebelle m'avait donné envie d'écouter les anciens. J'ai rendu visite à Sébastien Briec. À 14 ans, il embarquait avec son père pour sa première aventure de résistant. Vers les 10 heures du soir, on est arrivé sur les lieux. Et on avait sur la draille avant, là, tu vois, on avait un panier avec un sac et un fanal dessus. Il fallait faire signe aux sous-marins. D'accord. Hein, puisqu'il n'y avait pas, si il n'y avait pas de lumière, autrement on ne pouvait pas. Soit que ce soit les Allemands qui nous tirent dessus, ou c'était les Anglais. Auprès des Bretons, on trouvait toujours un accueil chaleureux, naturellement. Alors le sous-marin a tourné autour et il a cru que c'était un ennemi, quoi. Donc il était sur le point de nous tirer dessus, là, et puis c'est la Valou de Guilvinec, le pharmacien qui était à bord, il a pris le porte-voix, il a réussi à parler. Le second commandant du sous-marin, c'était un gars de Pont-Aven, Lomenec. Alors donc, il nous a obligés à mettre notre annexe dans l'eau, puisqu'il ne voulait pas mettre un canon pneumatique, parce que lui, quoi qu'il arrive, il aurait plongé tout de suite. Nous... Oui, c'est un mes amis, je peux dire, puisqu'il vit toujours, lui, il était en Bretagne, et avec 4 copains, ils ont pris un bateau, ils sont partis à la barbe des Allemands. Et une fois les gars ont été à bord, ils nous ont passé les colis, quoi. Alors il y avait des émetteurs, il y avait des armes, il y avait du courrier, il y avait un peu de tout, quoi. Donc là, sur ce, on est rentré à Concarneau. Mais pour alors, si c'était bien terminé, il fallait encore arriver pour débarquer ces colis là à terre, mais à la barbe des Allemands. Alors comme sur le quai, ils font le va-et-vient tous les 50-100 mètres. Dès qu'il avait tourné le dos, on était prêt pour passer un colis, 2, et puis ça a duré comme ça 1 heure, 1 heure et demie de temps, sinon plus, quoi. Enfin, c'était des gens courageux.
Moi, je ne me vantais pas quand je sortais que j'avais été faire la résistance. Si on me posait des questions, je répondais. Mais je ne voyais pas du tout que j'allais sous la rue et dire bon, je fais la résistance, c'est un héros. Hein. Et alors, donc, l'honneur que j'ai eu, c'est de serrer la main du général de Gaulle. D'ailleurs, j'ai les mêmes insignes que lui, sauf les étoiles. Le courage. Il en faut pour être marin, par exemple. Mais c'est aussi la capacité à pardonner, sans oublier. Car s'il y a des héros, il y a aussi les autres. Eh bien, ça a été une de mes premières déceptions, c'est de voir que mes amis me tournaient le dos. C'est évident. D'abord parce que il faut aborder ce problème. Il se trouve que j'étais juif. Enfin, juif. Tout le monde disait que j'étais juif, je ne viens pas. J'étais jamais eu la moindre... J'ai jamais entré dans une synagogue, je ne sais pas ce que c'était que la religion juive, etc. Mais j'étais juif. J'ai eu une histoire avec Claude Dauphin, son nom et Marguerite Moreno, parce qu'ils m'ont écrit un jour une lettre pour me reprocher d'être juif, en somme. Alors, ce que j'ai fait, cette lettre, je l'ai polycopiée et je l'ai fait connaître à tous les gens que je connaissais. Et alors, quand ils étaient en tournée, dès qu'ils rencontraient quelqu'un, ils se faisaient engueuler. Alors, ça a été tel que, lorsqu'ils sont arrivés à Londres, Jean-Noël et Claude Dauphin ont été interdits à la BBC. Car la BBC avait été au courant de ce qu'ils avaient fait vis-à-vis de moi, et ils ont été punis comme cela. Par la suite, Jean-Noël a repris du service militaire et il a été blessé. Alors, je suis allé à son chevet, et nous sommes réconciliés comme ça. Réconciliés, mais on n'a jamais oublié, ni l'un ni l'autre, naturellement. Car ça ne m'avait pas froissé qu'il soit antisémite. C'était pas le premier, il en connaissait d'autres. Mais que vis-à-vis de moi, alors que nous étions tellement amis, que brusquement, il se soit révélé comme ça, le pauvre, vous allez dire, il ne s'est même pas rendu compte de l'ignominie, parce qu'il était dans le mouvement. C'est ça qui est terrible. C'est que les gens étaient entraînés à faire ce qui leur semblait normal. Ben quoi, le maréchal Pétain nous dit que les Juifs sont des salauds, ben alors pourquoi est-ce que je continuerai à les fréquenter? Remarquez, j'avais un ami qui s'appelait Emmanuel Berle, qui était aussi juif que moi, c'est-à-dire aussi peu, parce que nous étions nés juifs et nous n'avions aucune espèce de religion. Mais Berle, il a écrit les discours du maréchal Pétain. À ce moment-là, ça ne semblait pas une chose extraordinaire. Naturellement, il s'est très vite repenti et il a quitté Vichy très vite. Mais enfin, son appartenance à la religion juive ne l'avait pas empêché d'être auprès du maréchal Pétain, lequel l'acceptait très bien. Parce que ce pauvre vieux con, puisqu'il faut l'appeler par son nom, ne se rendait même pas compte de ce qu'il faisait. On lui disait, oh, les Juifs, c'est ceci, c'est cela. Il ne se rendait pas compte qu'Emmanuel Bell, qui travaillait avec lui, était juif. L'aigreur n'étant pas son moteur, Gillois préfère revenir à de meilleurs souvenirs. Je me rappelle en particulier Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, avec qui j'étais dans relation professionnelle. Et je me promène, je m'étais avec ma femme à Cannes, et je vois Maurice Chevalier à bicyclette. Il s'est arrêté, il est venu nous serrer la main. Et il nous a emmenés prendre un verre. Vous ne savez pas ce que c'était que de voir un homme qui aurait pu très bien être au moins indifférent, prendre parti comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours défendu. Il y a eu une espèce de solidarité. Il y a eu aussi des salauds, c'est bien, et des indifférents. Mais dans l'ensemble, les gens, il y a eu une espèce d'entraide tout de même qui a existé. Enfin, laissez-moi rester optimiste. Ils savaient, les Allemands, qu'il y avait des marins qui faisaient ça, mais ils voulaient savoir leur nom. Mais personne n'a dévoilé ça, naturellement, donc on se cachait comme on pouvait, quoi. Il est temps maintenant pour Gillois de devenir Gillois. Maurice Diamant-Berger va s'effacer
en s'embarquant pour Londres en 1942. Le jour où il a été décidé que je partais pour Londres, le colonel anglais qui m'emmenait, je lui dis que je suis très ennuyé parce que ma femme et ma fille vont rester ici et si je parle à la radio de Londres, ça leur fait courir un risque. Et il m'a dit, est-ce qu'elles prendraient le risque de voyage? Je lui dis naturellement. Je les ai consultées, elles étaient en santé naturellement. C'était un bateau de pêche qui avait été volé du reste aux Espagnols. C'était un bateau espagnol où il y avait un capitaine anglais et puis 2 ou 3 marins anglais et qui faisaient la navette entre Gibraltar et la côte française pour amener des agents, les reconduire. Et alors ce jour-là, nous étions très nombreux à bord, mais c'était plutôt rare. Et on a fait un voyage assez long et mouvementé en ce sens qu'on a été tout de même alerté par un sous-marin. À chaque fois, on se demandait si est-ce pour nous, est-ce pas pour nous. Mais enfin, on avait l'air d'un bateau de pêche. J'ai vu le mitraillage quand il y avait les chalutiers de l'Orient, où on se trouvait dans le Golfe, là. Il y en a un qui nous a rasé juste à ras des morts. Il mitraillait tous les bateaux parce que les chalutiers en fer, ils étaient tous éliminés. Hein. Chaque fois qu'il y avait un bateau ou un sous-marin qui était alerté, alors tout le monde se cassait dans la cale et les braves marins commençaient à faire semblant de pêcher. Alors ça donnait des émotions. Et on se disait, tu restes tout le temps, c'est peut-être le dernier jour. Les Anglais m'avaient dit, il faut que vous choisissiez un pseudonyme. Je l'ai choisi, ou plutôt avec ma femme, nous l'avons choisi ensemble pendant que nous partions pour Gibraltar. Et elle m'a dit, mais nous aimons beaucoup le Zil de Watteau. C'était pas que je puisse lui ressembler, mais enfin nous l'aimons beaucoup. Alors on se dit, bon, on va choisir Zil. Mais Zil, ça collait pas, alors c'est devenu Zillois. Ce qui, du reste, c'était une très mauvaise idée, car les Anglais ne trouvaient pas à prononcer Zillois. Ils m'ont toujours appelé Gilois. Et puis ce sont les Anglais eux-mêmes qui ensuite m'ont appelé André, parce que j'étais ami avec un garçon qui a travaillé avec moi dans la résistance, qui s'appelait André Girard. Alors on m'a appelé André Zillois, voilà. Alors ce que je ne savais pas, c'est que Girard avait dit au commandant Boddington, qui me connaissait, Zillois, je m'avais pas dit, enfin, il avait dit que j'avais dans ma poche un papier contenant tous les secrets militaires. Je ne savais pas qu'il avait dit cela. Et quand je suis arrivé à Londres, naturellement, les Anglais ne me lâchaient pas, puisque j'étais censé connaître tous les secrets militaires. Et à partir du moment où j'étais là, j'ai reçu la visite d'heure en heure et de jour en jour d'officiers britanniques de tout rang qui me demandaient « Est-ce que vous connaissez le général Patla? Est-ce que vous connaissez le général Frère ?» Je ne connaissais rien du tout. Et je disais « Non, je n'ai jamais entendu parler. » Et ils croyaient que je mentais, naturellement. Ils se disaient « Il est très fort. » Enfin, une espèce de comédie qui n'a pas fini en drame, heureusement. J'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait rien, c'est que lorsque les Anglais m'ayant donné un poste à Honte-Courte pour donner des consignes qui devaient m'être données, je n'ai reçu aucune consigne. Alors, il fallait que je parle. Alors je disais n'importe quoi, c'est-à-dire la même propagande que faisait la radio installée par De Gaulle. Alors je répétais éternellement les mêmes histoires. Et puis finalement, j'ai su ce qui s'était passé, à savoir que ce brave Girard avait imaginé tout. Il croyait à ce qu'il disait. Et puis ça n'existait pas, mais il y avait de temps en temps un résultat. Puisque moi-même, il m'avait épaté au début. Il avait sur sa table un télégramme de Delattre de Tassigny, qui était à ce moment-là encore général en service, c'est Pétain. Alors, quand j'avais vu ce télégramme, je m'étais dit, c'est formidable, il a avec lui Delattre de Tassigny. Puis c'était rien. Il avait véritablement eu un contact avec Delattre. Et Delattre avait marché. Il n'est pas le seul à avoir fait ça. À ce moment-là, les gens rêvaient. Alors il avait donc rêvé. Alors les Anglais l'ont su. Ça a été extrêmement désagréable pour moi, parce que j'étais celui qui avait participé au bluff. Mais enfin, je dois dire qu'ils ont été parfaits parce qu'ils n'ont aucune réaction désagréable et ils ne m'en ont jamais voulu. Ce qui est inouï, parce que j'avais fait partie de ce mensonge. Les Anglais se demandent alors que faire de André Gilois,
Puisqu'il était homme de radio il serait. Nous ne pouvons pas vous donner la BBC parce que De Gaulle en est le seul maître. Il ne veut pas qu'on partage. Alors, mais on va vous donner un poste à ondes courtes. Vous foutez de moi, un poste à ondes courtes, personne n'entendra, etc. Alors, ils ont fait une annonce à la BBC pour annoncer la création d'un poste à ondes courtes. D'abord, il faut dire que le poste était installé dans la campagne anglaise. Ousla, à Woburn, près de Woburn Abbey, qui appartenait au duc de Bedford, lequel duc de Bedford étant un peu trop hitlérien, avait été envoyé au Canada. Et alors, naturellement, entendant cette voix que personne ne connaissait, à Carlton Gardens, c'était au siège de gaulliste, on s'est fâché. Qu'est-ce que c'est que ce type qui se permet de parler? Qui sait? Alors, il y avait heureusement à Londres un homme qui s'appelait le docteur Beck, qui était un docteur en philosophie, professeur à Oxford du reste, et qui aimait beaucoup la France, et qui s'est entremis pour que les choses s'arrangent. C'était ce qu'on appelait cette région-là le Hushland. C'est là où il y avait tous les services pour tous les pays d'Europe occupée. Vous prenez Londres sur votre poste, mais les francs-tireurs, mais les groupes francs, mais l'armée secrète, mais les saboteurs prennent d'autres risques. André Gillois dirigeait ça à merveille, avec la compétence de quelqu'un qui avait déjà fait beaucoup de radio en France. Il était infiniment agréable, avait une épouse infiniment agréable, fort jolie, et femme charmante, qui mettait la bonne humeur dans la maison. C'était une émission, en principe, pour les résistants. Mais j'ignorais qu'il y en eut beaucoup. Et si le hasard avait fait qu'ils puissent les écouter, cette émission. Alors, vraiment, je me demandais, en la répétant 2 ou 3 fois par jour pendant 1 an, qui va écouter ça? Ami, entends-tu le bruit sourd des corbeaux dans la plaine? C'est curieux, du reste, la vie d'une chanson. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Le jour même où nous avions créé ce poste, je me trouve seul avec Dastier. Et je lui dis, c'est pas tout ça, mais il faudra un indicatif musical. Alors il m'a emmené chez Anna Marley, qu'il connaissait pour avoir lui-même fait des paroles pour des chansons qu'elle avait chantées à la BBC. Et elle m'a joué sur sa guitare 6 airs, entre lesquels j'ai dû choisir. Alors j'ai choisi au hasard. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Vous me direz, c'est un choix, mais je l'ai fait tout de même au hasard parce que je ne me fiais pas du tout à mes compétences musicales. Vous savez, c'est une forme de talent, ou même peut-être même de génie, que d'inciter les gens à telle ou telle action, qui sera une action déterminante. Donc j'ai choisi cette air, et elle m'a dit, on l'enregistre demain. C'est un des tubes, non pas de l'année, mais du siècle, incontestablement. Et c'est devenu l'indicatif musical dont j'avais besoin. Et là-dessus, on s'est dit, mais il faudra faire des paroles. Et Dastier m'a dit, je vais aller demander à Kessel. Ah, bonne idée, bon. Et puis je l'ai laissé. Alors il était allé me demander à Kessel. Kessel vivait à ce moment-là avec Germaine Sablon, qui depuis des semaines le pressait de faire une chanson, mais il ne voulait pas, en disant, moi, je ne connais que la Marseillaise parce que les gens se lèvent, sans ça, je ne connais pas les chansons. Mais il a fait appel à son neveu du Drouillon. Ami, entends-tu les cris sourds du hibou dans la plaine? Le hibou nous a semblé un trop bel animal pour la Gestapo, les SS, etc. Et nous sommes passés sur les corbeaux. Et puis on s'est renvoyé les paroles, toujours en se mettant sur le rythme, et ça s'est enchaîné très bien. Et nous avons cherché les mots les plus simples. C'est tout à fait simple, le chant des partisans. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux
l'eau sur nos plaines. Connu de tous les auditeurs clandestins, l'indicatif furtif devient à la Libération une nouvelle Marseillaise. Ça a été diffusé par les ondes anglaises, ça a été jeté sur la France par tract. C'était l'indicatif du poste honneur et patrie, indicatif sifflé par Gillois, Dastier et peut-être Claude Dauphin. Parmi ces musiciens, il avait pris 2 chanteurs. Mais c'était des chanteurs d'opéra comique, naturellement. Et c'était profondément ridicule qu'ils chantaient les paroles du chant des partisans. Alors j'ai dit, c'est impossible. Et j'ai dit à Dastier, on va le chanter nous-mêmes. Même si on entendait difficilement, de temps en temps, il y avait une petite nuance d'espoir dans les journées qui se passaient, quoi. Et ça, si vous voulez, ça c'est pour une génération à quoi j'appartiens, c'était une forme d'espérance à quoi Gillois se rattachait, incontestablement. Au retour à Paris, j'ai eu la surprise d'entendre dans la rue un type qui sifflait. Notre sifflet à Dacier à moi. Ça avait porté, donc, alors que moi je m'étais toujours dit, mais personne n'entend sa voix, ce poste, c'est de la connerie, etc. Ben non. Alors, j'ai demandé à Sujet de l'air. Ben, il faut vous dire que Sujet de l'air, c'était très mal conduit pendant la guerre avec Drouot. Et alors, pour la punir, je lui ai dit, pour vous punir, vous allez chanter le chant des partisans. Et je l'ai fait chanter à la Gaîté Lyrique un soir. Le chant des partisans était chanté comme ça pour la première fois par elle. La force de pression des troupes soviétiques s'est encore accentuée. Malgré plusieurs contre-attaques, les formations allemandes ont dû se replier avec de lourds succès. 1944. L'heure de vérité approche. Et devant l'efficacité d'honneur et patrie, les gaullistes intègrent Gillois à Radio Londres. Alors j'ai donc pris la direction de ce poste de radio. Et ceci se passait en 1944. Quand Schumann m'a présenté, il a dit « Voici l'homme qui est autorisé à vous donner des consignes d'action, écoutez-le ». Alors là-dessus, j'ai pris la parole et d'une voix, paraît-il, de stentor, j'ai fait ma première émission. Alors je faisais un détour par un petit chemin creux plein de ronces là, pour aller écouter la radio tous les soirs à la même heure. Les Français parlent aux Français. La bataille suprême est engagée. Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français Je vous mets pour maintenant sa en libération. communication avec le Cotentin. Prenne ses pieds par terre, la France jusqu'à la main, c'est la fin. Il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain. Ça n'était pas facile d'être à Londres. Ça n'était pas facile non plus d'être en France et de résister plus ou moins, enfin bon, pour essayer de réanimer un petit peu la flamme française. C'était pas facile sur le territoire, bien entendu, parce que là, le danger était permanent, il était physique, si j'ose dire. J'avais à peine sauté le mur, il y avait 6 revolvers sous mon nez, là. D'ailleurs, ils ont bien fait de m'arrêter là, parce qu'ils m'auraient tiré comme un lapin, autrement. Hein. Alors là, après, on a fait 500 mètres, les bras en l'air. Celui qui ne pouvait pas, il avait un coup de crosse sur la nuque. Et j'étais renfermé dans une casemate pendant 6 heures de temps. 6 heures, en attendant que la gendarmerie arrive pour les questionner, quoi. Ouais, ils étaient durs. Hein. Les points, là. Ouais, j'ai été arrêté 5 fois. Là. D'ailleurs, là, ils le disent là, sur celui-là. Et... Ça ne devait pas être facile. Mais on sentait de la part de Gillois, il était à cet égard-là exemplaire, et d'autres l'étaient aussi certainement, mais je ne les ai pas connus. Mais lui, on sentait que quand le chemin était tracé, il ne quitterait pas ça, même quels que soient les obstacles. Ça a l'air bête de le dire, mais j'aime beaucoup mon pays. Alors, pour moi, la France, ça compte. Alors, quand elle était par terre, j'ai eu qu'une idée, c'est d'être de ceux qui aideraient à la relever. C'est aussi bête que ça. Alors, on fait n'importe quoi au début. Et puis n'importe quoi, ça finit par être quelque chose. Gillois est donc le porte-parole du général de Gaulle, sans être vraiment gaulliste. Et pour cause. J'étais dans les services anglais. Alors j'étais très mal vu par de Gaulle.
Donc, ce n'était pas anti-gaulliste, mais il ne pouvait pas être gaulliste puisque lui-même était anti-moi. Le débarquement, on l'attendait. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Plus tard, Gillois ne résistera pas à nous livrer, dans l'un de ses ouvrages, La vérité, énoncée par deux éminents historiens qui n'étaient pas à Londres, bien entendu. Le hall d'entrée de Bosch House était envahi par le personnel de la BBC en attendant l'arrivée du général. Les Américains avaient envoyé un général et 2 officiers de haut rang pour le recevoir. Sir Kirkpatrick fit remarquer à De Gaulle qu'un texte écrit était indispensable pour être traduit et retransmis dans tous les pays. Cet argument convainquit le général qui sortit un texte de sa poche. Ce fut un appel très émouvant et nombreux furent ceux qui eurent des larmes dans les yeux. L'histoire, c'est du roman souvent bien écrit. Ma rencontre avec le général de Gaulle, elle s'est située le 6 juin 1944, c'est-à-dire le jour du débarquement. Ce qui est amusant, enfin, c'est en fait que je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontré, et j'ai dû le recevoir. C'est-à-dire que le gouverneur de la BBC m'a téléphoné pour me demander, voulez-vous non seulement recevoir le général de Gaulle, mais essayer de le décider à venir parce qu'il ne veut pas venir. Il avait envie de parler et envie de ne pas parler. C'était un mélange. En vérité, il ne voulait pas parler après tout le monde. Il aurait voulu parler avant le général Eisenhower. C'est une soirée mémorable parce qu'il avait une engueulade épouvantable avec Churchill. On a voulu le renvoyer en Algérie, etc. Et puis, il s'est décidé à venir à la radio quand je l'ai appelé vers 11h du matin. J'ai trouvé un argument que Gaston Paluski, qui était en effet mon cousin, son collaborateur le plus direct, n'avait pas eu. Je lui ai dit, dis-lui que l'électricité ne fonctionne à Paris qu'à l'heure du déjeuner. Alors s'il n'enregistre pas avant le déjeuner, ce sera fichu. L'argument a pris et il est venu. Et puis il est arrivé avec le texte manuscrit qu'il a lu, après avoir fait quelques corrections du reste pendant qu'il faisait ses essais de voix. Et puis quand il l'a eu lu, il me l'a dit en disant « gardez-le ». C'était pas seulement pour m'en faire cadeau, c'était pour qu'il n'aille pas s'égarer ailleurs. Mais pendant que la bataille s'engage, Gillois ne se contente pas de savourer l'espoir de cet instant. Le problème était que j'étais au courant des manœuvres du Parti communiste et j'ai passé 1 heure à lui dire ce que je savais de bonne source. L'ordre pour les communistes, c'est de profiter du débarquement pour faire une révolution. La conclusion a été qu'il m'a dit « gardez votre tête froide ». Et j'étais stupidement, j'étais stupide, j'étais vexé de cela parce que je me suis dit je viens de m'exciter pendant 1 heure, lui dire tout ce que je savais, et tout ce qu'il trouve à me dire, c'est garder votre tête froide. Il avait raison, parce qu'il valait mieux garder sa tête froide, il la gardait, lui. Mais j'étais si mécontent que je suis sorti. Il m'a dit, revenez me voir, et je ne suis jamais retourné le voir. Alors, Gillois anticommuniste primaire? Retournons à Paris en 1925, lorsque André Gillois, Maurice Diamant-Berger, l'éditeur, se débat avec des problèmes financiers. Il devient alors le client de la Banque ouvrière et paysanne, dirigée par Georges Marane, membre éminent du Parti communiste. Malheureusement, 1 an s'était à peine écoulé qu'un homme politique français, un imbécile, a fermé la Banque ouvrière et paysanne en prétextant que c'était par là que venait l'or de Moscou, ce qui était complètement fou. C'était seulement ruiner les pauvres types qui avaient mis de l'argent. Mais brusquement, je me trouvais sans appui financier. Et
naturellement, mon premier souci était de défendre Maran, parce qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. J'ai été convoqué par un juge d'instruction. Enfin, ça a été une histoire du tonnerre de Dieu qui s'est terminée pour moi sans aucune difficulté. Maran, dès que le ministre en question a été renversé, a été lavé de tout soupçon, mais la banque était ruinée, moi avec. Alors voilà l'histoire que j'ai eue avec Maran. Mais en 1936, il a été élu au moment du Front populaire. Il est devenu président du Conseil général. Et il avait son bureau à l'hôtel de ville. Et je me suis dit, tiens, je n'ai pas revu depuis l'affaire de la banque, je vais aller le voir. Et Zoder, qui m'a reçu triomphalement, il s'est excité dans mes bras avec une allégresse, etc. Enfin, on était vraiment amis comme cochons. Au point que je lui avais dit, j'ai oublié ce détail, parce que je lui avais dit, au moment de ces histoires et où on se conduisait si mal avec lui, et où j'avais pris sa défense, je lui ai dit, je vais m'inscrire au Parti communiste. Et il m'a répondu, vous êtes fou, parce que vous allez vous couper de votre milieu et vous ne serez jamais qu'un otage. Ces deux hommes si différents resteront intimement liés jusqu'à la mort de Maran en août 1976. C'est extraordinaire parce que cet homme qui était vraiment communiste, inscrit au parti, membre du comité central et maire d'Ivry, m'a tout de suite, toujours dit la vérité sur le parti. Non seulement en m'en empêchant d'y entrer, mais en me disant la vérité sur leurs agissements. En attendant, Maran et Gillois luttent contre l'occupant des deux côtés de la Manche. Dastier, que je voyais souvent, m'a dit un jour, je vous apporte les amitiés de votre ami Maran. Et il m'a dit, il s'appelle maintenant Vercingétorix. Et finalement, il était appelé à Paris en 1944 et il a dirigé l'insurrection de Paris. Car il faut vous dire que c'est Maran qui a su De Gaulle le jour de son arrivée à Paris, à l'hôtel de ville. Ça, personne ne l'a jamais su parce qu'on ne l'a jamais raconté. Et j'ai eu entre les mains le discours qu'a prononcé Maran à De Gaulle en le recevant. Et puis ensuite, il a fait partie du défilé des Champs-Élysées. Il est le troisième à côté de Gaulle. C'est à Gillois qu'est revenu l'honneur d'annoncer le grand jour au micro. L'émotion la plus grande, c'est évidemment lorsqu'on a annoncé la libération de Paris. Ça a été évidemment une nouvelle que j'ai annoncée trop tôt. Du reste, il y a eu immédiatement une réaction de l'état-major qu'il fallait démentir. Et puis, il n'était plus possible de démentir parce qu'il y avait un tel succès non seulement dans la presse, dont les journaux paraissaient, mais à l'intérieur même de la BBC. Et dans l'euphorie, les Français de Londres font des rêves de retour. Il y avait une certaine naïveté. Je m'appelle Maurice de Mopes, qui était un des membres de l'équipe des Français de la radio de Londres, me dit « Ah, moi, quand je rentrerai à Paris, parce qu'il était surtout dessinateur, je serai, non pas gouverneur du Louvre, mais enfin, il se voyait avec une galerie de tableaux. » C'était naïf et gentil. Mais Gillois, lui, ne demande rien. Schumann en personne s'en étonne. Il m'a dit « Mais vous ne demandez jamais rien. » Je lui ai répondu « Qu'est-ce que vous voulez que j'ai à demander ? D'abord, je suis vivant, ensuite je suis à Londres, et puis je suis rentré à Paris. » La guerre est terminée, laissant des traces sur certains et magnifiant les autres. Les gens ne peuvent pas s'imaginer, les jeunes surtout ne peuvent pas s'imaginer ce truc-là. Non. Moi j'étais je ne sais combien d'années, je ne dormais plus. Je ne dormais pas, mais tous les soirs, je ne rêvais qu'à ça. Les êtres, on ne les connaissait pas, et quand j'ai connu Gillois, moi je m'attendais à une figure importante. Et cet homme très discret, très réservé, très pudique, si vous voulez, ne me semblait pas correspondre à la mission qui avait été la sienne. Donc on s'attendait à avoir des héros un peu comme des héros de cinéma, si vous voulez. On m'a offert pendant la radio souvent des postes que j'ai toujours refusés. Parce que je sais bien, quand on a un poste d'autorité et de responsabilité, on n'en a que des emmerdements. Alors c'était par prudence. Et puis j'étais pas fait pour ça. Je ne me suis jamais vu en train de commander les autres. Et malheureusement, ça m'est arrivé. Et c'est toujours très désagréable. Il garde néanmoins son nom de Gillois au titre de bénéfice de guerre et accepte la médaille de la Légion d'honneur.
un dérisoire hochet de la gloire. C'est dérisoire, sauf, et c'est ça l'excuse que je me donne, lorsqu'on a l'impression de l'avoir reçu pour avoir fait quelque chose d'utile ou dangereux. J'ai pris à un certain moment des responsabilités qui étaient dangereuses. Plutôt que de profiter de sa renommée, Gillois, l'incorruptible, l'insaisissable, préfère suivre sa route, vivre sa vie, garder sa liberté de ton et de pensée. Je ne sais plus quel autre homme politique que j'étais allé voir, etc. Il m'a dit, voulez-vous diriger la radio? Je lui ai dit, à aucun prix. Mais un jour, on m'a offert, Guy Nevers m'a dit, il faut absolument que vous preniez la direction d'une scène. Et alors, j'avais fini par dire, je veux bien avoir une scène, à condition que j'ai mon personnel, mon budget et ma liberté entière. Tout ce que vous voulez, m'a-t-on dit. Alors, j'ai composé, je ne sais plus, peut-être j'avais trouvé 25 personnes qui me semblaient très suffisants pour faire. Et puis alors, là-dessus est venu me trouver le type qui s'occupait de l'épuration, et ça, je l'ai envoyé faire foutre en disant l'épuration, je ne veux pas en entendre parler, et j'ai laissé tomber à cause de ça. Alors, il n'y a jamais eu de scène dirigée par moi. Je n'aimais pas beaucoup la radio. Ça avait été amené l'affaire et à la continuer par une sorte de hasard, etc. Et la télévision ne me tentait pas beaucoup plus parce que c'était finalement du cinéma. Et ça me semblait difficile de faire du cinéma tous les jours comme ça. Enfin, c'était pas très emballé, je dois dire. Puis j'ai fini par en faire comme tout le monde. J'ai fait ma carrière à la radio au Poste parisien. Or, au Poste parisien, on avait installé, bien avant la guerre, un poste de télévision. Et il y avait eu, juste avant la guerre, il y avait eu au Grand Palais une émission de télévision faite par le Poste parisien, à laquelle j'avais participé. C'est la première fois que je m'étais lancé dans l'aventure. Mais en fait, c'était purement expérimental. François Perrier. Lumière. Lumière, les sunlights du cinéma, la rampe de la scène, et les deux frères qui ont inventé le cinéma. Mais ne rigolez pas comme ça, André. Ouais, vous inquiétez pas, allez-y. Alors, messieurs, nous allons jouer maintenant ensemble à notre petit jeu habituel. Voyons, Jean Berlet, je vais vous donner un mot. Have the pleasure to introduce you, Mr. Gary Davis, speaking of liberty. Entre désir de tout faire et envie de rien de précis, Gillois se multiplie, lance de futures vedettes. J'ai fait une émission de jeu avec Bellemare et ses copains, et puis je me suis arrêté à la première, et j'ai laissé à Bellemare. C'était comme ça que Bellemare a fait ses débuts. Infatigable, il lutte sans répit contre l'ennemi éternel, l'ennui. J'étais trouvé un psychanalyste et je lui ai dit, voilà, voulez-vous qu'on essaye quelque chose? Alors, j'ai commencé par moi. Je me suis couché sur son divan, je lui ai dit, posez-moi les questions. Et puis ensuite, j'ai fait venir des copains. J'ai fait un certain nombre d'expériences comme ça, et chaque fois, le type qui était là, sans idée préconçue, finissait par dire des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Et c'est là que je me suis dit, ben, c'est déjà là l'émission que je vais faire, et je vais faire une émission qui s'appellera « Qui êtes-vous » Et j'ai pris d'abord comme cobaye François Perrier et Bernard Bliguet. J'avais commencé par deux acteurs. Lorsque l'on dit « Qui êtes-vous », cela signifie que nous voudrions essayer en commun, et avec vous d'abord, de savoir ce qui se cache dans votre tête. Et puis ensuite, j'ai osé attaquer d'autres gens. Et c'est comme ça que j'ai eu François Mauriac, qui n'avait jamais parlé à la radio. Bon, à côté de cette force, il me semble qu'il y a derrière une espèce de tendresse humaine que vous dissimulez bien. J'en ai fait 50 ou 60 émissions, une par semaine, et j'aurais pu continuer toute la vie, mais j'en avais assez.
et j'ai cessé. La télé, la radio ne lui suffisant pas, il fait 1000 choses. Des disques par exemple. De cette France qui défend en ce moment non seulement son propre sol, mais les libertés du monde entier. C'est la reine d'Angleterre que vous venez d'entendre. La reine mère aujourd'hui, mais qui était reine en 1940 et qui, 4 jours avant le général de Gaulle, s'est adressée aux femmes de France. Insatiable, il écrit pour le cinéma, mais aussi des essais, des romans. Notre objectif a saisi pour vous la remise à André Gillois du prix du Quai des Orfèvres fondé il y a 12 ans par Jacques Catineau à l'intention des auteurs de romans policiers. Et il rencontre aussi tous les grands de ce monde, par envie, mais aussi par hasard. Marcel Pagnol, quelle est la personnalité qui vous a, je sais que c'est banal de poser cette question, mais qui vous aurait le plus marqué? Oh, c'est sûrement Einstein. D'abord parce que c'était un personnage extraordinaire et que lorsque j'ai été pour l'entendre, lorsqu'il est venu en France pour exposer sa théorie de la relativité, j'ai fait la queue comme tout le monde à la porte de la Sorbonne et au bout d'un moment, je me suis aperçu que le type qui faisait la queue devant moi, c'était Einstein lui-même. C'était vraiment le savant cosinus avec ses lacets qui traînaient par terre et c'est comme ça que j'ai pu entrer avec lui. Du reste, il me trouvait dans une petite salle où il y avait tout ce que la France comptait de savants, y compris Madame Curie qui vivait encore. Vous savez, c'était un touche-à-tout, on ne peut pas dire un touche-à-tout de génie, ce serait peut-être excessif, mais en tout cas c'était un touche-à-tout de talent, car tout ce qu'il faisait était quand même, avait une marque précise de qualité, c'est incontestable. Je n'ai pas eu le sentiment, si vous voulez, en travaillant avec lui et auprès de lui, parce que Gillois n'était pas un metteur en scène reconnu quand il est venu au Théâtre Français, de même d'ailleurs qu'il n'était pas non plus un auteur incontestable. La pièce de Polydora, qui a été une raison de rencontre un petit peu plus prolongée, un petit peu plus profonde, cette pièce-là était, si vous voulez, à l'ombre de Giraudoux, était un peu écrasée par l'ombre de Giraudoux, car c'était non pas les... Enfin, oui, Giraudoux aurait pu écrire cette pièce-là aussi. Polydora n'a connu qu'un seul Prothésilas, le fiancé délicat, l'amant ardent, le héros. Découvre-en un autre, un nouveau, montre-toi en mari. Et Prothésilas dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un mari? Et l'autre répond, c'est un homme qui regarde les femmes des autres et qui s'ennuie avec la sienne. C'est un homme qui affiche, après les catastrophes, la sérénité du sage et qui entre dans une colère furieuse quand il ne trouve pas ses sandales. C'est un homme à qui la douleur d'autrui n'inspire qu'indifférence et scepticisme, mais qui hurle si une écharde entre dans ses doigts. C'est un homme qui parade sur les places publiques et qui chez lui ne cherche plus à plaire, qui est fier que sa femme soit belle et qui lui reproche de le montrer, qui lui fait grief de ses bavardages et qui raconte à ses amis tout ce qu'elle lui rapporte. Il lui demande conseil quand il est seul avec elle, mais dans une assemblée, il ne laisse pas finir une phrase. Il lui parle avec brutalité ou avec mépris, il veut montrer qu'il la domine, qu'il ne s'occupe ni de ses habits ni de ses préférences, qu'il la tolère et qu'il y a du mérite. Voilà ce que c'est qu'un mari. C'est un homme qui se venge d'être encore un enfant, c'est un homme qui mange, c'est un homme qui boit, c'est un homme qui digère, c'est un homme qui encombre une maison. Mais si Gillois s'amuse, il n'en perd pas de vue la réalité de sa chère patrie. Une fois de plus, il est précurseur, ou à contre-courant. Fâché en 1944 avec un général de Gaulle triomphant, il choisit son moment pour revenir vers lui en 1958. À l'époque, c'était ce qu'on a appelé la traversée du désert. C'est qu'il n'était plus rien qu'un grand nom, un grand souvenir, et qu'on attendait son retour. Alors là, je l'ai vu. C'est-à-dire que je lui ai écrit ce jour-là, il y a 10 ans, vous m'avez dit de revenir me voir, est-ce que l'invitation est toujours valable? Alors le lendemain, il me recevait, et pour me parler, naturellement, il était à ce moment-là très pessimiste, très... Enfin, nous avons parlé de la France et de sa situation personnelle, etc. Banda a créé, avec moi et quelques autres, un mouvement pour le retour de Gaulle au pouvoir. Et ce groupe de personnes qui étaient 7 ou 8, et puis très rapidement sont venues des adhésions de beaucoup, au point qu'on a dit, il faut maintenant que nous nous présentions aux élections. Alors ils sont tous présentés, sauf moi, parce que moi je ne voulais pas participer à une action politique. Donc j'ai laissé délibérément tomber toute idée politique parce que ça m'ennuyait.
Toujours discret, pudique, Gillois retourne dans l'ombre sans jamais cesser de réfléchir, de s'activer. À l'âge où le soleil décline, il lui reste tant à vivre. Si le bateau rentre au port, l'océan poursuit son va-et-vient. Que retirer d'une centaine d'années passées sur la planète? Là encore, Gillois va surprendre, et il s'en fout. Un jour, Gillois écrit « Il faut un grand courage pour aller contre les idées reçues, un grand esprit pour échapper à la routine des explications habituelles. Il faut, du reste parfois, autant de courage pour être conservateur que révolutionnaire, s'il s'agit d'aller contre une certaine mode, contre un certain consensus. » Ayant connu plusieurs guerres, dont 2 mondiales, il ne reconnaît pourtant qu'une véritable catastrophe au XXe siècle. Mai 68. On oublie toujours comment c'est né. On s'est né parce que dans je ne sais plus quelle université, les garçons n'arrivaient pas à coucher avec les filles. C'est ça l'origine de tout. Alors ensuite, il y a une espèce de capitulation extraordinaire que tout le monde a accepté. On voyait les parents sur le balcon applaudir les gosses en train de chahuter. Enfin, c'était une véritable révolution qui a été admise par tout le monde, mais qui reste une révolution. Et c'est scandaleux l'importance que l'on donne à la jeunesse. Parce qu'évidemment, c'est très beau d'être jeune, mais quand on est jeune... Je me rappelle un mot de Montréas, qui à la terrasse d'un café disait « C'est beau la jeunesse, on est con ». Et c'est vrai. Alors c'est parce qu'on est con que l'on doit l'emporter sur ceux qui ne le sont plus. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que les jeunes aient raison. C'est merveilleux d'être jeune, parce qu'on est plus neuf, plus habile à assimiler les choses. C'est excellent. Mais je ne dirais pas les vieux, parce que ça a un côté péjoratif. Mais les hommes d'âge, les adultes, ont été jeunes, eux aussi, ont eu donc cet élan, le même. Et en plus, ils ont appris un certain nombre de choses. Et c'est ça qu'on veut oublier. On veut oublier l'expérience, parce que l'expérience est quelque chose de nauséabond et d'antipathique. Ben, c'est une complète absurdité, naturellement. Le vieux rebelle n'avait pas tort, après tout. Et puis j'aime bien son caractère, ses contre-pieds. Non. Non, c'était pas un vieux con. À 66 ans, en 1968, André Gillois pourrait goûter un repos mérité. Pour lui, vivre, c'est agir, bouger, réfléchir et penser. Bien au-delà de l'âge de la retraite, il écrit 28 livres en 30 ans et continue, à 100 ans passés, de vivre intensément, d'être curieux de tout et de nourrir des projets dans sa patrie, cette France qu'il aime avec passion. Le Français qui est de Fouilly-les-Oies, où ses parents sont nés, etc., c'est tout de même assez rare. Ça existe, c'est très honorable, je n'en veux pas du tout. Mais enfin, c'est tout de même exceptionnel. En général, les gens sont nés, parfois en France, mais souvent en Italie ou en Allemagne ou en Afrique, etc. Et puis, ils sont élevés par des Français à la française. Ils finissent par oublier ce qu'ils ont été. La plupart du temps, ils ne le savent pas. Moi, j'ai oublié complètement les origines, mes origines, celles qui ne sont pas françaises. Je sais bien que j'en ai, mais ça ne m'a rien apporté. Ce qui m'a apporté, c'est ce que j'ai reçu de mon sol, de l'éducation que je recevais sur ce sol. J'ai été élevé par cela, j'ai été élevé là-dedans. Pourquoi aimerais autre chose? Ça y est, je suis marin. C'est mon métier pour l'instant. Et demain, on verra. Gillois a prouvé que rien n'est jamais figé, qu'aucune route n'est vraiment tracée. Chez lui à Paris, mon père l'aura-t-il enfin compris? Tout me touche à Paris. En ce sens que il y a des rues que je trouve horribles, des quartiers que je trouve abominables, mais j'éprouve tout de même du plaisir. C'est pas si arbitraire, mais il n'y a pas de quartier de Paris où je n'ai plaisir à passer. Probablement
parce que c'est le sentiment que c'est Paris, que je porte ça en moi. Mais il est évident que je n'ai pas envie d'être ailleurs. Ce qu'on appelle le bruit de la rue, c'est-à-dire une voiture qui passe, à condition qu'on n'ait pas 30, bien entendu. Mais ce bruit de la rue qui fait que la ville est vivante, c'est... Oui, c'est ça que je préfère. Pourtant, le citadin gillois n'oublie pas que sa ville fait partie d'une seule et unique planète dont les oiseaux ignorent les frontières. Quand on lit dans la presse toutes les nouvelles fâcheuses qui viennent du reste du monde et toutes les nouvelles pas toujours agréables qui se passent en France, on sait bien que tous les gens ne sont pas heureux. Et les gens qui ont une difficulté, je ne dirais pas seulement à trouver un emploi, mais c'est un drame. Mais une fois qu'on a un emploi, en vivre petitement, alors que les gens riches les éclaboussent, il y a un moment où la révolte vient. Alors, il n'est pas impossible d'imaginer qu'un jour cette révolte prend. Eh bien, nous sommes à un moment de l'histoire où l'on peut s'attendre à cela. Je ne dis pas que je me réveille tous les matins en me disant « est-ce qu'aujourd'hui ça va éclater ?» Pas du tout. Mais quand on réfléchit, peut-être a-t-on le tort de réfléchir, mais quand je réfléchis, je ne peux pas ne pas analyser la situation en me disant « il y a quelque chose tout de même d'injuste dans le monde ». Ce qui est constant en ce moment, c'est la crainte qu'éclate quelque chose. Parce que je trouve que nous sommes comme sur une pente savonnée et on se demande ce qui va se passer. Ce n'est pas spécialement la France qui est visée. Et justement, ce qu'il y a de dramatique en ce moment, c'est qu'on ne sait pas où ça partira. On a l'impression dans le monde d'une espèce de désharmonie dont on se dit ça ne peut pas durer. Et on se demande d'où ça viendra, justement. Des États-Unis, d'Australie, je ne sais pas, de Belgique. On ne sait pas d'où ça peut nous tomber sur le nez. Il y a dans le monde une espèce de politisation qui semble jouer avec le hasard et qui me semble très inquiétante. Ça recommence toujours, puis ça recommencera demain, c'est toujours la même chose. Parce qu'il arrive un moment où la guerre est, comme on dit, inévitable, et en effet, elle est inévitable. Et puis une fois qu'elle n'a pas été évitée, qu'elle est là, on s'arrange avec. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'arranger les choses, pendant qu'il y a d'autres qui se font tuer, en général pour rien. Est-ce qu'on peut être optimiste aujourd'hui? Il faut essayer de l'être malgré tout, parce que sur le papier, ça ne veut rien dire d'être optimiste, parce que tout est tellement écrit comme une fatalité à laquelle on ne va pas échapper, que pour être optimiste, il faut vraiment se bouffer les yeux et les oreilles. Alors voilà, probablement que c'est une nature aussi, que je veux croire, malgré tout, que tout va s'arranger. Et puis que tout s'arrangera peut-être après tout. Et puis, même quand il y a une catastrophe, ça continue. Les gens ne s'arrêtent jamais. Pile, on a bien vu ça pendant la guerre, enfin. Donc, pour les gens de naturel optimistes, ça veut dire je me remets quand même à travailler, je fais autre chose, je fais n'importe quoi, faire n'importe quoi pour vivre. C'est ça l'optimisme. C'est un métier qui naturellement n'est pas simple, hein.
Mais enfin, si tu as vraiment l'ambition de devenir patron, ben c'est très bien. Hein. Ah oui, c'est très bien, je t'encourage, tu sais, de pouvoir réussir. On oublie tout et puis on repart. Ah oui, sans ça, il n'y aurait pas de marin. Il faudra être vigilant, hein. Ah, oui. Je compte sur toi, parce qu'un jour tu m'écris, tiens, j'ai eu mon brevet. Hein, tu m'écriras, hein. Sûr, ouais, promis. Le crépuscule venu, nous savons maintenant tout ce que vous avez fait, monsieur Gillois. Mais dites-nous, qui êtes-vous? L'homme que vous êtes a-t-il des regrets? Ce n'est pas commis le crime. Ce n'est pas dépouiller les gens, ce n'est pas commis le vol. Il n'y a rien de condamnable en soi que c'est à me reprocher. Ce qui serait plutôt condamnable, c'est d'avoir quelquefois porté des jugements injustes, de n'avoir pas eu toujours le courage de dire ou de faire ce que j'aurais dû dire ou faire, une certaine lâcheté. Ça oui, ce sont des choses que je regrette. Modérément, Marc, parce que je veux bien avoir été lâche, mais je me trouve des excuses. Mon père était un homme d'une grande bonté. Il était célèbre pour sa bonté. Et peut-être ai-je réagi contre cette bonté en essayant de n'être pas assez bon. Maintenant, je le regrette, parce qu'au fond, c'est lui qui avait raison. Qu'est-ce que je peux rêver comme bonheur de ne pas durer trop longtemps? Ou bien on croit à un Dieu quelconque, ou à un Dieu X, pour ne pas dire quelconque qui a l'air de désobligeant. Mais du moment que l'on croit à quelque chose d'autre que ce qui est n'a plus d'importance. Bon, pour moi, ce qui est a une certaine importance, puisque je sais qu'en dehors de ça, il n'y a rien à attendre de personne. Il y avait eu du rire et des larmes, de la bagarre et des victoires. Mais l'histoire serait incomplète sans un film d'amour, de grand amour. Moi qui ai eu le grand malheur de perdre ma femme, à qui j'étais très attaché, ça a été un grand malheur, évidemment. Mais on vit tout de même, finalement. Je ne dis pas qu'on oublie, mais on se calme. C'était la deuxième partie du baccalauréat, j'avais donc 16 ans. Et puis ce jour-là, je me suis trouvé assis à côté d'une femme ravissante. Et je me suis dit instantanément, je vais l'épouser. Je ne lui ai pas dit du tout parce que je lui ai à peine parlé. Et puis le hasard a fait que l'année, enfin quelques mois plus tard, en allant m'inscrire à la faculté de droit, elle était en train de s'inscrire elle-même. Alors, je ne m'en suis que plus entêté dans mon premier projet, et j'ai fini par y parvenir. Ça a donc pris 2 ans d'hésitation et de flirt et de conversations éperdues et de promenades le long des quais, etc. Il m'a fallu beaucoup d'insistance, naturellement. Parce que c'était absurde, naturellement. Je n'avais aucune situation, je ne savais même pas ce que j'allais faire, et je voulais me marier à tout prix avec elle. Alors c'était une folie qu'elle ressentait comme telle, et qu'elle a fini par accepter, heureusement du reste. Bah, nous avons vécu ensemble quelques 60 ans. Alors, pour ma femme, ça a été assez difficile. Enfin, elle tenait le coup, elle me soutenait, elle m'aimait sans doute, et tout s'est passé très bien, finalement. Puisque, finalement, de fil en aiguille, j'ai fini par faire un tas de choses pour lesquelles je n'étais pas faite, mais que j'ai faites parce qu'il fallait bien faire quelque chose. En 1979 ou 80, il a pris contact avec moi aux éditions Belfond, en me disant « je voudrais vous rencontrer », moi j'étais très fier, et il m'a apporté justement le premier, ce siècle avait 2 ans, première version. Alors, on a publié ce livre, et puis 2 ans après, il m'a apporté un roman. Enfin, il m'a dit que c'était un roman, ça s'appelait « Une histoire d'amour ». Et ce n'était pas du tout un roman, c'était une histoire, c'est un livre fabuleux,
bouleversants, un des plus beaux livres de la littérature française, un livre très court, 120 pages, où il a baptisé roman parce que c'est l'histoire vraie de sa vie privée, de sa vie avec sa femme. Une vie merveilleuse, 45 ans d'amour, et dans les derniers mois, sa femme est atteinte d'un cancer. Et vint le jour où, ayant depuis longtemps pris la décision d'en finir et d'avoir le courage de n'en avoir plus quand les souffrances deviendraient intolérables, elle me rappela ma promesse de l'aider. Le mot de la fin le plus authentique est celui de Socrate. N'oubliez pas que je dois un coq à Esculape. J'y songeais en l'entendant me recommander. Téléphone à un tel de ne pas venir cet après-midi. Tu ne seras pas en état de le recevoir. Et puis, dans la sérénité, elle but sa ciguë. Je lui tenais la main. Elle me regardait, vivante encore. Elle me dit merci. Et ses paupières battirent un instant avant de se fermer pour la dernière fois. J'ai donc vécu sa mort comme la mienne. Je me survis en lui survivant. Oui, en effet, vivre, c'est apprendre. On apprend toujours quelque chose. En ce moment même, c'est sûr que je suis en train d'apprendre quelque chose. Sur vous, sur tous ceux qui vous entourent. Ce que je voudrais être. Oh. Je n'en sais rien du tout. Je me demande ce que je suis, ce que j'ai été, si j'ai changé. Parce que, évidemment, je voudrais être un autre, mais lequel? Je ne sais pas. Il était une fois un petit homme élégant, un flâneur de 100 ans, un penseur du dimanche. Vous l'interrogez, il vous échappe. On le voit courageux, il dit que c'est la chance. On le pense réac, mais c'est un tolérant. Il aimait la culture, il a vécu les guerres. Incorruptible et malicieux, il a tout vu, tout entendu. C'est le hasard, dit-il. Et il s'en va. Ce pudique acharné qui n'a rien voulu dire, vous a parlé de tout et nous laisse sans voix. Petit écorché vif qui parle calmement. Je ne peux pas dire que la mort me soit indifférente, mais ce qui me serait très désagréable, c'est de me réveiller alors qu'on me croit mort et d'être obligé de taper sur la paroi du cercueil pour qu'on m'entende, parce que je ne suis pas sûr qu'on m'entendrait.